Liverpool, eh bien ce sera l'Atlético Madrid. Voilà pour l'essentiel avec nous sur ce plateau. Gilles Manstein nous a rejoint, éditorialiste politique pour France Info. Rebonsoir Gilles. Bonsoir à tous. Et nos invités, Pascal Coton, vice-présidente de la CFTC. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Et Dominique David, bonsoir, député de La République En Marche de Gironde et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Alors Emmanuel Macron qui se retrouve donc sans monsieur retraite au gouvernement à ce poste. Depuis 2017, Jean-Paul Delevoye a démissionné ce matin aussi. Et on se rappelle que depuis une semaine, il était fragilisé par les révélations sur des activités, des mandats non déclarés. Jean-Paul Delevoye qui se dit victime, je cite, d'amalgame mensonger, mais qui reconnaît une erreur de légèreté coupable. Ce sont ses mots. On revient sur cette affaire avec Hakim Abdelkader. Jean-Paul Delevoye a finalement démissionné. Après avoir déclaré 13 mandats, dont 11 bénévoles, dans des structures liées à l'insertion professionnelle, au mécénat et à la réflexion démocratique. Dans sa nouvelle déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence, Jean-Paul Delevoye avait aussi revu à la hausse les sommes perçues pour ses 2 mandats rémunérés liés au monde de l'éducation. Pour son poste de conseiller à IGS, il a gagné en 2017 78 804 € net, or il n'avait déclaré que 40 000 €. Pour son travail au sein de Parallax, il a gagné en 2018 73 338 € pour 64 420 € déclarés. Un travail qu'il a cumulé pendant 3 mois avec son poste au gouvernement, ce qui est interdit par la Constitution. L'Élysée dit ce midi accepter, je cite, avec regret la démission de celui qui était le monsieur retraite du gouvernement. Dominique David, ça tombe mal, hein. Ça tombe mal, bien sûr, ça tombe mal de se priver des compétences de Jean-Paul Delevoye, ça tombe mal de se priver de l'expertise d'un homme qui est investi depuis 2 ans sur cette réforme, qui est en train de la mener à bien, qui dans quelques mois se retrouvait au banc pour la défendre. Oui, effectivement, ça tombe mal, mais bon, ouais, je trouve qu'il a eu un comportement responsable. Moi, personnellement, je regrette vraiment qu'il ait démissionné parce que on se prive effectivement de ces compétences-là. Et de ses compétences particulières, mais voilà, bah, écoutez, il a pris ses responsabilités. Je pense qu'il veut que cette réforme aille au bout et qu'il ne voulait pas que cette affaire puisse d'une manière ou d'une autre interférer dans ce qu'il va mettre en œuvre, ce qu'il avait compté mettre en œuvre pendant les semaines à venir. Alors, pardon, Gilles, allez-y. Comment c'est possible que ça arrive ? 13 déclarations d'intérêt, des mandats partout. Il y a une autorité de transparence de la vie politique. Il y a un secrétariat général du gouvernement qui doit vérifier ces choses-là. Comment ? Et puis c'est pas la première affaire. Il y en a eu, c'est la énième affaire de ce genre. Comment est-il possible qu'il soit passé à travers les mailles du filet, que personne dans la majorité s'en soit rendu compte ? Et finalement, c'est vous qui en souffrez et qui vous retrouvez là à devoir pleurer sur le lait répandu. Alors, moi, je pense qu'il est de bonne foi, il le dit, hein, il parle de légèreté. Je pense qu'il a sous-estimé ce que ça représentait. Vous posez la question à quelqu'un qui est très neuf en politique, puisque moi je suis élu depuis juin 2017 et je n'ai pas moi-même de mandat au jour d'aujourd'hui, mais il faut bien admettre que beaucoup de politiques qui étaient là depuis longtemps sont sollicités par différentes structures et parfois oublient que effectivement elles ont... Non, mais c'est pas une nouveauté. C'est pas ma question. Ma question est comment se fait-il que personne n'ait vérifié? Je lis ce que dit René Dosier. En l'espèce, tout s'est passé comme si ces vérifications du secrétariat général n'avaient pas eu lieu, de sorte que l'on peut parler de graves dysfonctionnements, ce qui n'a rien à voir avec la faute érogène de monsieur Delevoye. Moi, je le déplore parce qu'effectivement, il y a un besoin de transparence de la part des Français, que nous, on s'est engagé sur cette transparence. C'est même la première loi qu'on a votée dans l'hémicycle en 2017. Donc, je déplore qu'effectivement, les mécanismes de vérification n'aient pas fonctionné et que, sans doute, Jean-Paul Delevoye est un peu sous-estimé l'importance de ces déclarations. Parce que ça n'est pas autre chose. S'il avait eu la volonté de dissimuler des choses, je pense qu'il aurait commencé par exemple par déclarer son mandat au CESE ou enfin la plupart de ses mandats. C'est ce qu'on fait en général quand on n'a pas l'esprit tranquille. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il était de bonne foi, Jean-Paul Delevoye? Je suis persuadé qu'il était de bonne foi. Le CESE, c'est quand même bizarre.
qu'il oublie. Alors, mais c'est public, donc voilà, de toute façon. Il y a des mandats d'administrateur d'endroits où il allait 2 fois par an. On peut comprendre qu'il ait oublié. Mais président du CESE, il y était le matin, le midi et le soir. Donc d'oublier de déclarer qu'il était président du CESE, c'est comme si vous oubliez de déclarer que vous êtes député. C'est invraisemblable. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis pas à sa place. Je le déplore, et je le déplore d'autant plus que je pense que on se prive de compétences et d'expertise qui étaient vraiment importantes pour mener à bien cette réforme. Bon, maintenant quelqu'un d'autre va le remplacer, et puis on ira au bout de cette loi qu'on votera avec enthousiasme. Alors justement, vous pouvez réagir sur notre page Facebook France Info Vidéo. Nous vous avons posé une question. Il y a beaucoup de réactions, Adrien. Énormément de réactions, Jamel, à cette question que l'on vous pose aujourd'hui. Page Facebook France Info Vidéo, suite à la démission de Jean-Paul Delevoye et à sa phobie administrative. Le gouvernement doit-il reculer? Est-ce que ça le fragilise, le gouvernement, justement? Et vous allez voir que cette démission de Jean-Paul Delevoye remet une question sur la table qui revient souvent dès qu'il est question de retraite. C'est celle des émoluments des ministres et plus globalement aussi de leur retraite. Regardez ce que nous dit Eduardo Valdés. Il faut réduire les salaires de tous les représentants politiques, qu'ils prennent la retraite à 64 ans comme tout le monde, et aussi qu'ils aient une pension de 1200 €. Autre réaction de Dominique Julien qui va dans le même sens, qu'il faut réformer de toute urgence. Ce sont les régimes très spéciaux de nos élus, surtout de manière à ce qu'ils aient un peu plus le sens du terrain, et surtout punir les coupables de détournement et autres oublis au minimum par de l'inéligibilité. C'est le strict minimum. Sans cela, les Français n'accepteront jamais leur réforme en y réfléchissant sereinement. On peut donc légitimement poser, après ces réactions, et il y en a d'autres qui vont dans ce sens-là, la question à Dominique David. À quand la réforme des salaires des ministres, autres membres du gouvernement et politiques? Merci beaucoup, Adrien, pour ces réactions et réactions. Dominique David. Mais non, mais moi je suis aussi pour. Je me suis engagée pour ça aussi, pour la transparence de la vie publique, pour que effectivement on ne cumule pas des fonctions, et je crois que c'est ce qu'on applique globalement au sein de notre groupe. Bon, alors après, effectivement, on peut toujours aller plus loin, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une crispation dès qu'il y a un problème, une crispation qui empêche les réformes d'avancer. Et vous savez, moi j'étais hier sur les marchés à Bordeaux pour vendre la réforme, pour expliquer la réforme à mes concitoyens, et aucun ne m'a parlé de Jean-Paul Delevoye. En revanche, il y avait beaucoup de questions sur la réforme, et je crois qu'aujourd'hui, ce que veulent les Français, c'est davantage des explications, des informations, que de la polémique. Gilles, est-ce que cette démission, elle met en péril justement ce projet de réforme des retraites? Non, je ne pense pas qu'elle mette en péril le projet de réforme des retraites, parce que ce n'est pas être désagréable avec Jean-Paul Delevoye que de dire que autant il avait été très présent dans la première phase, autant là on était passé à une phase très politique, et que les décisions sont prises par 2 personnes, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, peut-être par leurs directeurs de cabinet respectifs, ou le secrétaire général de l'Élysée en ce qui concerne Emmanuel Macron. Donc non, ça ne met pas la réforme en péril. Maintenant, c'est fâcheux parce que on a appris que le Premier ministre allait recevoir les syndicats mercredi et jeudi, sauf une nomination express, eh bien, il les recevra tout seul, ce qui est quand même assez compliqué, qu'il faut un portage politique de la réforme. Alors tous les ministres s'y mettent, tous les parlementaires s'y mettent, mais il faut quelqu'un en charge de cette réforme, ne serait-ce que pour aller la défendre sur les plateaux, et ne serait-ce qu'évidemment pour négocier ce qu'il reste à négocier. Il reste énormément de choses à négocier avec les syndicats. La démission de Jean-Paul Delevoye, ce n'est pas la première démission du quinquennat Macron. Non, en effet, c'est un nouveau coup dur pour le gouvernement, mais on se souvient aussi, par exemple, de la démission de Nicolas Hulot, ou encore du départ plus récent de François de Rugy. Au départ, ce sont 16 personnalités politiques qui ont quitté le gouvernement. On fait le point avec Claire Koch. Cette photo de famille n'a à peine qu'un mois que Richard Ferrand est le premier à prendre la sortie, soupçonné de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. 3 jours plus tard, le trio modem du gouvernement, François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, sont soupçonnés d'abus de confiance dans une affaire d'emploi fictif présumée au Parlement européen. Ils quittent le gouvernement. C'est une décision entre moi et moi. Et je ne veux pas me mentir. Fin août 2018, en pleine interview, Nicolas Hulot prend de court tout le monde et annonce son départ.
Une semaine plus tard, Laura Flessel, ministre des Sports, prend les devants et s'en va pour des indélicatesses fiscales. Autre départ, celui de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Suite à l'affaire Benalla et en désaccord avec la méthode Macron, il présente sa démission. Dans la foulée, Françoise Nyssen quitte son poste de ministre de la Culture suite à des révélations de travaux illégaux. Enfin, juillet 2019, François de Rugy démissionne après une série de polémiques sur la location d'un appartement à vocation sociale occupé par son ex-directrice de cabinet alors que celle-ci était éloignée de la capitale et sur son train de vie et les dîners fastueux composés de grands crus et de homards géants lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. En 2 ans et 7 mois au pouvoir, le couple exécutif s'est séparé de 16 ministres. Pascal Cotton, vous qui êtes vice-présidente de la CFTC, vous appelez également à une journée de mobilisation demain, mardi 17 décembre, tout comme la CFDT, tout comme l'UNSA. Est-ce que cette démission de Jean-Paul Delevoye est un argument supplémentaire pour que le gouvernement puisse retirer son projet? Vous ne demandez pas à ce que le projet soit retiré comme la CGT qui va beaucoup plus loin, mais est-ce que selon vous, justement dans ce bras de fer, le gouvernement a perdu un point quelque part? Je suis pas sûre. Je pense qu'on est arrivé à une deuxième phase de la négociation avec le Premier ministre. Comme on le disait tout à l'heure, ça se joue maintenant sur un cran supplémentaire politique entre le Président de la République et le Premier ministre. Monsieur Delevoye pouvait apporter sa technicité, sa compétence avec toute son équipe, mais les décisions ne lui appartenaient pas. Vous allez regretter son absence, sa démission, par exemple? Vous la regrettez déjà? On va regretter sa présence mercredi et jeudi s'il devait venir, mais en même temps, on savait de toute façon que ce n'est pas lui qui est le décisionnaire. Là aujourd'hui, on a 36 millions de Français qui attendent des décisions importantes pour leur future retraite. C'est à eux de répondre aujourd'hui et c'est aussi pour ça que demain, la CFTC avec 2 autres syndicats réformistes et les jeunes, nous allons dans la rue parce que cette réforme à un moment donné ne nous convient pas, notamment sur l'âge pivot. Alors Gilles, le casse-tête à présent pour l'exécutif, c'est celui du remplacement de Jean-Paul Delevoye. C'est pas facile, c'est effectivement assez compliqué. Alors il faut quelqu'un tout de suite. Le président de la République a dit qu'il voulait quelqu'un très vite. Et effectivement, les syndicats seront reçus mercredi et jeudi. Ça invalide a priori quelqu'un qui rentrerait au gouvernement parce que justement maintenant, les noms doivent être scannés par la haute autorité de la vie politique et ça met longtemps. Quand on donne un nom, le gouvernement n'a pas de résultat avant 4 ou 5 jours et après les événements récents, je suppose que la haute autorité va être d'autant plus prudente et d'autant plus précautionneuse. Et si on prend un des ministres actuels, alors il y a plusieurs possibilités, mais aucune n'est parfaite. Jean-Baptiste Djebbari, récemment rentré, qui connaît bien le dossier, mais c'est un peu léger pour porter politiquement la réforme. Olivier Dussopt, homme de gauche, qui connaît très bien les dossiers aussi, mais là aussi c'est un peu léger. Agnès Buzyn peut très bien se saisir elle-même du dossier, puisque Jean-Paul Delevoye était sous son autorité, mais avec les urgences, avec l'hôpital, ça ferait beaucoup pour une seule personne. On parle évidemment de Gérald Darmanin, qui lui est monté très fort médiatiquement sur la réforme. Moi je trouve que pour un gouvernement qui dit que ce n'est pas une réforme budgétaire, de nommer le ministre du budget pour la faire, ce n'est pas donné un très bon signal. Donc on le voit, il y a certainement des gens au gouvernement capable de prendre ce poste, mais comme toujours dans ces cas-là, il n'y a pas de solution parfaite. Dominique David, Gérald Darmanin, justement, pour récupérer ce portefeuille, ce poste en tout cas, c'est un bon signal ou est-ce que ça devrait revenir à quelqu'un d'autre? Si vous permettez, je me garderai de tout commentaire. D'abord parce que je n'ai vraiment, objectivement, aucune information particulière. Et selon vous, qui serait le mieux ou la mieux à même, justement, de remplacer Jean-Paul Delevoye? Parce que c'est compliqué, c'était quand même l'un des gros poids lourds, on va dire, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, dès sa campagne d'ailleurs. Permettez-moi de ne faire aucun commentaire. On va avoir Joker, exactement. Okay. Bon, je pense qu'on va avoir des annonces assez rapidement parce que effectivement. Assez rapidement, c'est-à-dire dans combien de temps après? Vous avez une échéance? Non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un nouvel entrant c'est compliqué pour les raisons qu'on a dites de délai de vérification? Je crois que effectivement c'est un peu compliqué parce qu'il faut vérifier tout ça. Donc, tous les députés qui trépignent là en attendant un coup de fil peuvent arrêter, peuvent se calmer. Moi personnellement je n'ai pas reçu de coup de fil si c'est votre question. Alors le troisième temps fort de cette mobilisation justement contre ce projet de réforme des retraites, il est programmé pour demain mardi 17 décembre avec ces nouvelles manifestations prévues un peu partout en France à l'appel de l'intersyndicale. Et il y en aura une évidemment à Paris, dans la capitale, manifestation qui est prévue à 13h30, mais avec un rassemblement qui commence lui à 11h30. Alors la manifestation, le parcours, il s'affiche à l'écran, quasiment similaire à celui du 5 décembre, avec des manifestants qui partiront de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. Une fin de mobilisation déclarée normalement aux alentours de 18h. La préfecture de police de Paris qui a demandé la fermeture des commerces qui se trouvent sur le parcours, là encore comme le 5 décembre.
Merci beaucoup Lucie pour toutes ces précisions. Pascal Coton, vous, justement, vous êtes pour cette réforme, un peu à l'image de la CFDT, des syndicats réformistes, j'allais dire, encore de l'UNSA. Pour vous, ce qui bloque, l'un des points de crispation, c'est, une nouvelle fois encore, l'âge d'équilibre. Ce fameux âge d'équilibre qu'on a appelé âge pivot de 64 ans, on nous dit il faut absolument arriver à résorber cette difficulté, notamment financière, et donc travailler plus. Celui qui ne veut pas travailler jusqu'à 64 ans, on va lui mettre une décote. Nous, on n'est pas d'accord avec ce système-là. Ça veut dire que parce qu'il y a un problème financier, les futurs retraités auront moins 10 ou moins 5% tout au long de leur vie de retraité. S'il y a un problème qui est temporaire, il faut résoudre le problème temporairement. C'est pour ça que nous, au CFTC, on propose qu'il y ait un léger abattement et que ça fasse comme pour la GIR-Carco à 64 ans, jusqu'à 64 ans, et après on donne la retraite pleine et entière. On peut également mélanger, on peut avoir une augmentation des cotisations du côté des employeurs. Bien évidemment, ils vont dire non, mais on a des arguments pour leur faire dire oui. Et puis on a également une autre possibilité, c'est toutes ces réserves. À quoi elles servent si en cas de crise on ne veut pas puiser dedans. Donc on peut très bien puiser dedans. Combien? 150 milliards, c'est ça? 150 milliards. 150 milliards. Voilà, tout à fait. Donc on peut largement en prendre une partie, tout au parti des 17 milliards de fonctionnement qui ont été... voilà, on sait que c'est pas une mauvaise gestion, mais c'est qu'il y a moins de cotisants parce qu'il y a plus de chômeurs et puis parce que la population vieillit, donc on a beaucoup moins d'actifs pour payer la retraite des gens qui sont à la retraite et qui vont arriver en retraite dans les années qui viennent. Vous allez marcher aux côtés de la CGT demain? Non, du tout. Pourquoi? On ne marchera pas contre. Eux, on respecte leur discussion. Eux, c'est le rejet de la réforme. Nous, on veut que cette réforme vienne au bout du bout. Juste un exemple, pourquoi est-ce que ce régime peut être intéressant si on dit que celui qui a cotisé toute sa vie, plutôt que d'aller jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite pleine entière, ce soit 64, c'est 20% des femmes. Ce sont tous ceux qui ont des petites pensions. Moi, demain, je me vois mal dire, je rejette la réforme et au lieu d'arrêter à 64 ans, à taux plein, tu iras jusqu'à 67 ans. Dominique David, on voit que vous n'êtes pas très loin l'une de l'autre pour vous rapprocher, mais vraiment définitivement, pour que la proximité soit totale. Souhaitez-vous que le gouvernement renonce à cette tâche d'équilibre de 64 ans qui, on le voit, crispe tous vos alliés potentiels, la CFDT, la CFTC et l'UNSA? Je crois que ça a été mal compris, cette annonce d'âge d'équilibre, parce que ce qu'a dit Édouard Philippe... mais quand vous leur dites ça, ils ne supportent pas, vous leur dites qu'ils ne comprennent rien. Non, alors, ce que vous dites, c'est les syndicats. Je vais peut-être le reformuler différemment. Peut-être qu'Édouard Philippe n'a pas été fidèle à sa pensée et à ce que nous portions tous collectivement. L'idée, c'est pas d'imposer aux syndicats aujourd'hui un âge d'équilibre en disant le scénario qui est écrit là, il est écrit dans le marbre et on adoptera ce scénario-là. C'est absolument pas ce qui a été dit. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était plutôt un plan B, C ou même D, éventuellement. Madame David, quand, dans un équilibre, quand deux personnes ne sont pas d'accord, en l'occurrence le MEDEF et les syndicats, vous leur dites mettez-vous d'accord. Mais en l'absence d'accord, c'est la solution du MEDEF qui s'appliquera. Pourquoi voulez-vous que le MEDEF bouge? Parce que là, c'est ce que vous avez dit. Mettez-vous d'accord, mais si vous ne vous mettez pas d'accord, c'est à 64 ans, ce qui est exactement ce que demande le MEDEF. Donc c'est un jeu de dupes. Le MEDEF n'a aucun intérêt à bouger. Regardez, on a eu aujourd'hui, madame, vous venez d'exprimer une proposition. Alors, je me garderai bien, effectivement, de vous donner un avis sur ce sujet-là, puisque je ne suis pas au cœur des négociations, mais il n'empêche qu'il y a une proposition, qu'elle est intéressante, qu'il faut pouvoir l'étudier, et que peut-être d'autres syndicats, dont la CFDT, enfin, j'ai cru comprendre que la CFDT pouvait avoir aussi une approche un peu différente autour des cotisations, etc. Donc, il y a un échange qui va se poursuivre sur ces questions-là. L'échange sur l'âge pivot, pardon, il date pas d'hier, en fait. Il est là sur la table depuis les négociations. Donc, vous nous dites, on va continuer à négocier quelque chose qui est déjà en négociation depuis le début et sur lesquels on connaissait clairement les positions de chacun. Il peut y avoir d'autres propositions, mais ce qu'on exige aujourd'hui, nous, les députés de la majorité et le gouvernement d'une certaine manière, c'est qu'on ne commence pas, enfin, on ne démarre pas, on ne vote pas cette loi sans l'avoir financée. Moi, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, élu récemment. Je viens de la société civile. Je n'étais pas en politique avant. Et moi, je ne veux pas raser gratis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne veux pas voter une loi qui ne soit pas financée d'une manière ou d'une autre et repousser l'échéance aux générations futures, comme on l'a fait quand même pendant un certain nombre d'années jusqu'à présent. Alors, on retrouve Adrien. Adrien, il y a beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Absolument, Jamel, à cette question, toujours la même bien sûr, sur la réforme des retraites, le gouvernement doit-il
reculer. Alors il y a des pour, il y a des contre. Je peux évidemment pas lire tous vos messages, parce qu'il y en a quand même 277. C'est dire votre envie de vous exprimer sur ce sujet qui crispe aussi certains d'entre vous. Alors il y a tous ceux qui disent oui, il doit reculer le gouvernement. On a Chantal qui dit oui, il faut supprimer cette réforme définitivement et garder celle que nous avons actuellement. Thilou Deveau écrit bah oui, faut penser à ceux qui travaillent dur et puis que l'État cesse de nous pomper du fric. En veux-tu, en voilà. Et Jean-Michel Allard qui dit oui, la confiance n'y est plus. Tout cela sans l'arnaque. Et puis il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas reculer, comme Gilles Bruno qui dit reculer. Ça veut dire que la France devient irréformable, dès lors le pays s'enfoncerait inexorablement dans l'anarchie et une plus grande pauvreté. Ce pays a besoin de réformes et la réforme proposée présente beaucoup de points positifs. C'est une bonne question qu'il pose, Gilles Bruno. Est-ce qu'on peut réformer en France? Est-ce que c'est possible? Peut-être que nos invités ont une réponse. Merci Adrien. La réponse à Gilles Bruno, justement, la vôtre. Il y a plusieurs possibilités pour financer, je le dis, c'est un abattement temporaire, c'est regarder dans les réserves, c'est que chacun puisse cotiser, c'est surtout avoir davantage d'emplois, c'est sortir les seniors du chômage, c'est accompagner les jeunes pour qu'ils aillent également dans l'emploi. Mais ce qui a gêné dans cette négociation les derniers jours, c'est lorsque le Premier ministre vient au Conseil économique, social et environnemental présenter son discours et il dit la réforme commence en 2025, tous ceux qui sont à moins de 17 ans de la réforme pour rentrer, on ne touche à rien, sauf qu'on nous dit d'ici 2027, il va falloir récupérer de l'argent que nous n'avons pas. Ça veut donc dire que ceux qui vont rentrer à la retraite en 2022 devront tous travailler en moyenne 4 mois de plus. Bon, on change ou on change pas? On laisse la main aux partenaires sociaux ou on laisse pas la main aux partenaires sociaux? C'est là où il y a eu un problème. La discussion, à un moment donné, s'est faite d'une seule personne à une tribune. Ensuite, vu les cafouillages, il nous dit la porte est ouverte, on va rediscuter. Bah oui, comme syndicat intelligent constructif, on va retourner devant le Premier ministre, on va lui refaire nos propositions et je pense qu'il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense qu'on va arriver à quelque chose. David. Écoutez, moi je suis très heureuse d'entendre que vous revenez à la table des négociations. Je pense que c'est effectivement extrêmement important qu'on aille au bout de cette réforme. Elle est attendue par les Français. Elle est attendue par une majorité silencieuse que justement on croise sur les marchés le dimanche lorsqu'on est député. Je vous précise le sondage du JDD, un sondage IFOP qui précise que 54% des Français la soutiennent, cette grève. Alors, 54% des Français soutiennent peut-être cette grève, mais ils sont quand même une majorité à dire que le système des retraites tel qu'on le connaît aujourd'hui est complètement à bout de souffle et qu'il faut le réformer. Mais est-ce qu'il faut je pense également que tous ceux qui vont tirer les bénéfices de cette réforme, je pense aux agriculteurs, je pense aux femmes, je pense à ceux comme le monsieur qui m'a embrassé hier quand je lui ai annoncé ça, qui n'ont pas tout leur trimestre et qui vont devoir aujourd'hui travailler jusqu'à 67 ans. Quand on leur annonce que, effectivement, cet âge d'équilibre, il fonctionne dans les deux sens et que on va se rapprocher de 64 ans progressivement et ne plus obliger les gens à partir à 67 ans, tous ceux-là qui sont en train de comprendre ça ne souhaitent vraiment pas que cette réforme soit retirée. Donc, pour qu'elle ne soit pas retirée, vous avez une chose à faire, c'est renoncer à cet âge de 64 ans. Et pour le coup, vous aurez les syndicats réformistes avec vous, et c'est une chance de passer. Parce que regardez la une du Monde, la bataille de l'opinion est engagée. Un autre sondage dans le Figaro, IFOP, ce matin, disait que s'il y avait blocage à Noël, les Français en imputeraient la responsabilité au gouvernement. Et ça, pour tenir sur une réforme, c'est pas très facile, on a vu ce qui s'est passé en 95. Parce que pour aller au bout, il faut que vous soyez sûr de gagner la bataille de l'opinion, et franchement, c'est pas très bien parti. Enfin, je crois qu'on va attendre les discussions qui vont se tenir cette semaine. C'est vrai que le départ de Jean-Paul Delevoye complique un peu les choses, mais elles vont se tenir quand même. Et moi, je suis pas, je suis assez optimiste à vrai dire. Je vais vous surprendre, mais je suis assez optimiste parce que j'entends des gens qui sont plutôt favorables à cette réforme, parce que je pense qu'on a des syndicats constructifs qui ont envie de voir la réforme aboutir, et parce que je pense que la CGT jouera, et les syndicats qui s'opposent aujourd'hui à cette réforme et qui seraient prêts à bloquer les Français pendant les périodes de Noël, joueront aussi leur image et qu'ils en sont conscients. On n'est plus en 95, ils ne sont plus dans leur tour d'ivoire, on est dans une société où l'image est importante, où ils sont attaqués aussi sur les réseaux sociaux, et donc j'ai bon espoir que tout ça aboutisse. Alors on va partir sur le terrain. Conséquence